Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, je suis responsable des recrutements chez Agicap. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maude, Com et de Chloé qui travaillent au sein du département Customer Success chez Agicap. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter en détail le métier, le quotidien et les coulisses du job de Customer Success chez Agicap et que aussi vous puissiez donner des conseils aux candidats pour bien réussir leur processus de recrutement. Donc peut-être avant tout, Agicap, pour rappeler, on est éditeur d'une solution SaaS de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME. Donc on est une start-up lyonnaise en très forte croissance, on recrute fortement puisqu'on a à peu près 60 postes ouverts cette année et là on se projette à 100 collaborateurs d'ici fin 2020. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Donc on va commencer ce petit échange. La première question est peut-être déjà pour vous présenter un petit peu. Est-ce que chacun, à tour de rôle, vous pourriez vous présenter rapidement, rappeler un petit peu votre parcours et nous dire finalement ce que vous faites aujourd'hui chez Agicap. Maud. Ouais. Donc moi c'est Maud, j'ai 25 ans, je suis arrivée chez Agicap il y a 1 an et avant ça en fait moi je viens du milieu de l'hôtellerie-restauration et donc j'ai fait une école à Lyon qui s'appelle Vatel qui m'a appris les bases du management hôtelier où j'ai pu aussi voir un peu la réalité du terrain et aussi des enjeux de trésorerie dans ces établissements-là. Et voilà, ensuite j'ai fait un master en alternance à Lyon aussi et j'ai commencé à travailler dans une première start-up qui était une start-up dans le milieu de la food tech où j'étais CS en B2C et aujourd'hui je suis donc chez Agicap, CS en SaaS B2B et je suis sur la partie account management chez Agicap depuis 1 an. Ok, top. Com, à toi. Donc moi effectivement Com, j'ai également 25 ans, originaire du nord de la France, j'ai pu y faire mes études, donc une licence d'abord à l'université en économie-gestion, puis j'ai continué sur cette voie en faisant une école de commerce pour mon master par la suite. Et puis j'ai atterri ensuite du côté de Lyon pour commencer ma carrière pro dans un cabinet de conseil, pour commencer, donc plutôt grosse structure. J'y ai passé 6 mois. Et au cours desquels j'ai pu découvrir pas mal de choses et puis j'ai quand même eu au final aussi cette envie de me projeter ensuite sur une beaucoup plus petite structure qui était en fort développement et puis où il y avait un peu tout à construire et j'ai eu écho d'Agicap et j'ai rapidement eu un coup de cœur donc j'ai pu la rejoindre il y a maintenant 6 mois. J'ai rejoint l'équipe Customer Success donc mais pour la partie plutôt onboarding qu'on va vous présenter je pense plus en détail par la suite. Yes, exactement. Toi, Chloé. Du coup, Chloé, je suis Customer Success Manager chez Agicap aussi, plutôt sur la partie Customer Care. Donc, moi, j'ai un début de parcours un peu classique, si on peut dire. J'ai fait une prépa, j'ai un du Nord comme Com. Donc, si vous venez du Nord, la culture chez Agicap. Et donc, après ma prépa, je suis débarquée à Lyon pour faire une école de commerce, l'EM Lyon. Et suite à ça, j'ai fait une spécialisation axée entrepreneuriat, gestion de projet, management d'équipe. Et du coup, suite à ça, j'ai une première expérience d'un peu plus d'1 an dans une start-up lyonnaise aussi. Donc, aussi dans le domaine du SaaS B2B, où j'étais Customer Success et chef de projet. Ouais, donc tu connaissais déjà un petit peu les ficelles du métier avant de venir. Exactement. Ok. Si peut-être vous aviez une raison principale pour justifier l'envie de rejoindre Agicap, en tout cas, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Agicap? Parce qu'il y a eu vraiment un facteur quand même, notamment sur le métier. Je t'en prie. Ouais. Ce qui m'a motivée à venir chez Agicap, c'est premièrement l'utilité du produit. Le besoin auquel répond Agicap, c'est un besoin qui est fort, qui est presque vital et participer à un projet qui tous les jours aide réellement des personnes et aide à la prise de décision de choses qui vont être très concrètes, c'est quelque chose qui est hyper agréable et qui est hyper motivant. Et c'est ce qui m'a motivée principalement à venir chez Agicap. Ok. Très cool. De mon côté, ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Maud dans le sens où l'outil répond à un besoin vital parce que la trésorerie finalement pour les toutes petites boîtes c'est un peu le nerf de la guerre et j'ai eu la chance d'être aussi béni dans
dans un environnement de petite entreprise dans le nord de la France aussi, sur laquelle j'ai pu me rendre compte à quel point la trésorerie, ça pouvait vraiment être ultra important. Et donc avoir, comme tu disais, une réponse à un besoin vital, c'est déjà le premier point. Et puis après, sur le métier en lui-même, il y avait aussi cette dimension relation client et le fait qu'on soit en fait en contact quotidien et vraiment direct avec nos clients qui sont dans des secteurs d'activité ultra divers et variés, et donc qui permettait d'avoir aucune routine, parce qu'en travaillant avec tout secteur, on a vraiment des échanges qui changent toujours d'un appel à l'autre, et puis en même temps d'être vraiment à donner des réponses concrètes et à l'instant T aux clients, sans passer par 50 interlocuteurs. C'est ça qui m'a motivé. Okay. Moi, en plus du côté, bien sûr, utilité, on a un outil qui est hyper utile et on a un métier où on ne s'ennuie jamais, parce qu'on a des clients variés, on a des missions hyper variées. Ça, c'était hyper important pour moi. Ouais. En plus de ça, moi, ce qui m'a donné hyper envie de rejoindre l'équipe pendant mon process de recrutement, c'était l'entretien avec Maud. Parce qu'elle était hyper enthousiaste. Désolée. En fait, elle était hyper enthousiaste et elle avait l'air tellement contente. Moi, elle était là que depuis 15 jours, donc elle était dans sa petite phase lune de miel, mais elle m'a dit c'est super, Agicap, c'est trop bien, le métier est trop bien, on fait plein de choses. En fait, ce qu'on fait chez Agicap, c'est qu'on fait tout pour que le client il soit heureux et pour que toi, tu sois heureux dans ton métier. Et elle avait l'air tellement enthousiaste de faire ce qu'elle faisait que je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'aller faire un truc où je suis hyper enthousiaste quand j'en parle aux gens autour de moi, quoi. Mais je te rejoins là-dessus, en fait je pense que c'est vraiment une chaîne chez Agicap, parce que moi quand je suis arrivée, ce qui m'a fait venir chez Agicap, c'est Sarah et Sébastien, c'est vraiment les gens qui m'ont donné envie d'entrer chez Agicap, parce que la gestion de trésorerie, même si c'est un sujet très sérieux, important, c'est pas le sujet, c'est pas le truc où tu te dis je vais en faire ma passion. Et donc je pense que grâce aux gens chez Agicap, on rend ça vraiment beaucoup plus attractif et ça donne plus envie, ça motive. Ok, top. Customer success, en fait, c'est une notion, déjà un anglicisme, on ne sait pas trop ce que ça signifie comme ça. Je crois que ça veut dire beaucoup de choses, en fait, selon les modèles d'entreprise, les cycles de vente, la cible à laquelle on s'attaque. Et fondamentalement, est-ce que vous pourriez rappeler le rôle du département Customer Success pour un logiciel comme le nôtre, pour une startup comme le nôtre, et aujourd'hui, comment se structure le département, puisque vous-même êtes référent sur ces 3 niveaux. Maud, est-ce que tu pourrais rappeler ça dans un premier temps ? Oui, donc le Customer Success chez Agicap, il intervient après la vente, donc il y a des cas où on est en avant-vente. Aujourd'hui, le Customer Success chez Agicap, il a pour mission de former, d'accompagner et d'aider nos clients à mieux gérer leur trésorerie. Et donc, pour réussir cette mission, on a mis en place 3 services qui ont 3 sous-missions hyper importantes. La première, c'est le Customer Care, qui est via notre chat en ligne, qui est hyper réactif, hyper efficace, de répondre à toutes ces sollicitations en temps record. Ensuite, l'onboarding, la team onboarding qui va former les nouveaux clients. Et ensuite, le compte management qui va gérer le portefeuille de clients existants. Et en plus, on le verra plus tard, les grands comptes. Ok. C'est important de rappeler dans le cycle de vente où se situe le Customer Success, en fait, entre la phase quand même de prospection, d'acquisition client. À quel moment est-ce que vous intervenez ? Comme tu peux justement, on va prendre le relais, nous, finalement, juste après l'acquisition client. Donc, on va avoir une prospection. Après la signature, du coup, voilà, dès que l'entreprise devient officiellement cliente chez Agicap, on va pouvoir prendre le relais pour les accompagner dans la prise en main de l'outil. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que pour eux, la prise en main de l'outil soit la plus agréable et simple possible, et surtout que l'outil réponde bien à leurs besoins. Parce que, comme on a dit, on a des secteurs d'activité très divers et variés, donc des besoins très divers et variés aussi. Aujourd'hui, l'outil a de multiples fonctionnalités, mais l'objectif pour nous, c'est aussi de traduire leurs besoins verbalement pour pouvoir leur proposer, leur donner justement les cartes sur l'outil directement. Ouais, justement, et donc toi, tu es sur l'onboarding, sur cette première phase. En fait, donc on a une équipe de commerciaux donc, qui sont allés chercher les clients, qui ont activé le compte, et donc ils vont passer le relais tout de suite à des membres de l'équipe CS, mais spécialisés sur l'onboarding. Est-ce que toi, tu peux me présenter plus en détail, finalement, quelles sont tes missions au quotidien, est-ce que tu fais au quotidien dans cette phase d'onboarding ? Au quotidien, nous, dans l'équipe onboarding, ce qu'on va faire, c'est effectivement beaucoup de ce qu'on appelle des appels d'onboarding, donc c'est vraiment de la formation client pure. Donc on récupère le client, on est
son premier contact directement sur l'outil, où on va vraiment le familiariser avec l'environnement de l'outil, comprendre ses besoins et puis du coup comme je disais l'amener vers l'utilisation des bonnes fonctionnalités en fonction de lui, ce qu'il veut. Et ensuite notre rôle il est finalement double, c'est vraiment réussir à lui donner une certaine autonomie sur l'outil pour qu'il puisse à la fin du process onboarding, on appellera ce process comme réussi si et seulement si à la fin le client est parfaitement autonome, il ait besoin de nous que de manière assez exceptionnelle s'il a une évolution sur son besoin ou si vraiment il a eu une interruption pour une raison X ou Y et du coup il a besoin de se remettre dans le bain ou parce qu'on doit former une nouvelle personne, mais dans l'idée c'est vraiment de le rendre parfaitement autonome et surtout de le rendre satisfait. Le rendre satisfait, ça passe par répondre avec les bonnes fonctionnalités, mais aussi avoir un suivi client qui soit agréable pour eux et assez réactif. Ça dure combien de temps un onboarding? Enfin, un client, il va rester en contact avec toi combien de temps? Alors, on travaille avec des profils, encore une fois, divers et variés, dans le sens où on a des profils très digitaux, d'autres pas du tout, donc ça peut varier quand même. Mais ça dépend de la complexité aussi du compte. Du compte, ok. Voilà, donc ça va quand même, il y a quand même pas mal de facteurs. Après combien de temps? Mais voilà, maximum, on va être sur du 2-3 mois, grand maximum sur le process total, sachant que, comme je disais, on considérera ce process comme terminé une fois qu'il sera autonome et qu'on pourra vraiment le laisser tranquille dans son coin sans le déranger. Ok, top. Chloé, toi, est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est finalement le CARE, spécialisé dans le Customer Success, ce que vous faites au sein de l'équipe CARE, comment vous intervenez, parce que vous êtes aussi au contact de certains prospects. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler en détail ce que vous faites? Oui, complètement. Pour les grandes lignes et la simplification, le CARE, c'est l'équipe support qui répond au chat. Donc, du coup, comme notre point d'entrée principal, nous, avec les gens, c'est le chat, ça veut dire que du coup, on gère certes des clients, mais on gère aussi des gens qui sont sur le site et qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas abonnés. Donc à ce niveau-là, nous, on va aussi avoir un travail un peu plus commercial, on va dire parfois de SDR ou de faire des calls en avant-vente pour commencer à expliquer l'outil aux clients, les aider en fait à s'approprier, aux futurs clients d'ailleurs, à s'approprier l'outil en fait avant les calls de closing avec les AE pour qu'ils puissent se dire oui, j'ai tout pris en main, je connais l'équipe, je sais que je vais être bien accompagné, super, j'ai envie de rester avec vous. Donc ça va être une partie de notre travail. Après, la majorité des conversations qu'on a, c'est évidemment avec les clients. Donc dans l'équipe Customer Care, on va gérer tous les clients, quelle que soit leur taille, quel que soit leur état d'avancée dans leur processus de vie à GitHub. Donc ça peut être des clients qui viennent de s'abonner, qui ont besoin de connecter leur banque, ça peut être des clients qui sont clients depuis longtemps et qui ont besoin d'un petit rafraîchissement sur comment on fait les choses parce qu'ils n'ont pas trop utilisé pendant longtemps, des clients qui ont envie de savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités, des très grands clients, des petits clients, il va vraiment y avoir tout type de demandes. Donc ça va être le principal de ce qu'on fait au quotidien, donc réponse aux questions des clients, et on va aussi venir beaucoup en support des autres équipes, parce qu'on ne fait pas juste du support client, on vient aussi beaucoup en support des autres équipes, donc c'est-à-dire les aider à faire tout ce qui est un peu tâches de fond et tâches asynchrones, qui peut leur prendre du temps, mais qui peut être fait, nous, au moment où il y a moins de monde sur le chat. Donc ça va être typiquement beaucoup de création de matrices. Donc des matrices, c'est des fichiers Excel qui permettent aux clients d'importer facilement leurs données. Donc on va nous créer des matrices, on va pouvoir les aider aussi à faire des imports de données, du paramétrage. Globalement, vous mettez les mains dans le cambouis quand même dans Exactement. le sujet. Et c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu très fort et en termes de responsabilité au CARE qui est lié à la priorisation, parce que parfois il y a énormément de demandes sur des périodes de durée très courtes, donc vous devez être capable de bien prioriser, effectivement aller travailler avec les autres équipes, départements, mais c'est vrai que vous êtes au premier front, en quelque sorte, avec les clients et les prospects. Ok, top. Et toi, Maud, qu'est-ce que tu fais? Sur la partie account management, il y a vraiment deux approches. Il y a une approche high touch, donc là, ça va être la gestion de nos grands comptes. Donc sur la partie grands comptes, on a deux choses. On a l'onboarding de nos grands comptes avec parfois des calls de pré-vente. Un peu comme le CARE le fait aussi, mais là c'est vraiment si le sales détecte un besoin, un pain, une problématique qui est complexe à résoudre et que lui, il n'a pas forcément le recul nécessaire sur l'outil pour pouvoir conseiller le prospect. Dans ce cas-là, il va faire appel à nous et on va se placer en avant-vente. Et ensuite, donc, on va onboarder les grands comptes qui, eux,
sont pas gérés par l'équipe onboarding parce que ils requièrent plus de temps passé, il y a plus d'interlocuteurs, c'est vraiment un niveau d'onboarding qui est différent et c'est pour ça qu'on l'a séparé. C'est aussi pour avoir justement un seul interlocuteur pendant toute la durée de vie du client chez Agicap. Donc il y a un account manager qui est dédié à chaque grand compte et qui est vraiment aux petits soins pour lui. Donc là on est vraiment sur un niveau de service qu'on souhaite élever et de qualité, à vraiment anticiper les besoins de nos clients et faire finalement qu'ils manquent de rien, d'être vraiment aux petits soins. Et ensuite il y a une seconde partie sur le compte management qui est donc le low touch. Donc là on va avoir des customer success managers dédiés au reste du portefeuille chez Agicap et qui là va essayer d'accompagner les clients tout au long de leur utilisation de l'outil. Donc comme le disait Com tout à l'heure, ça va plutôt être si le besoin de notre client évolue, il aura un CSM dédié qui va l'aider à reparamétrer l'outil, à former un nouvel interlocuteur, qui va peut-être détecter un besoin d'une nouvelle fonctionnalité, etc. Okay. Et qui va du coup s'occuper de la partie du portefeuille client avec plus de comptes que sur la partie high touch. Et c'est là aussi on va essayer d'automatiser un maximum de choses pour pouvoir gérer plus de volume. Ouais, c'est ça, et du coup, plus de volume. Et moi, la question que j'ai, c'est en matière de pilotage. Finalement, quels sont les objectifs que vous fixez et quels sont les KPI, les indicateurs clés en final? Est-ce que vous en avez des différents par rapport à chaque niveau ou au contraire, vous avez des KPI communs en fait? Je pense qu'on a tous un KPI commun de manière générale au CS qui est le NPS. Qu'est-ce que c'est le NPS? C'est le Net Promoter Score. En gros, c'est pour voir si tes clients ils vont plutôt aller être promoteurs, parler de toi autour d'eux. Satisfaction. Exactement. Vulgariser. Donc notre but à tous, c'est d'essayer de maximiser ce NPS, donc faire en sorte que les clients soient le plus contents possible et qu'ils aillent le plus possible dire du bien de nous autour d'eux. Ouais. Et après, par contre, par sous-équipe, on a bien sûr des objectifs un peu différents. Par exemple, sur le CARE, moi, ce qui va participer à la satisfaction des clients, ça va être par exemple notre rapidité de réponse. Ouais, ça, c'est vraiment un des points forts qu'on a chez Agicap, c'est qu'on apporte une première réponse en moins de 2 minutes à tout le monde. Donc ça va faire partie des KPI qu'on regarde. Est-ce qu'on est bon ou pas dans ce temps de maintenir finalement cette vitesse. Est-ce qu'on arrive dans ce temps à maintenir cette chose-là? Toi, comme il y a peut-être un KPI spécifique à l'onboarding? Ouais, on a aussi on se met des notes aussi en interne qui nous permettent de noter les clients sur certains indicateurs, comme justement leur niveau de satisfaction global sur le suivi qu'ils ont sur l'outil et le suivi client dont ils bénéficient, pour savoir si on les sent plutôt satisfaits du coup ambassadeurs. Ça revient un peu au NPS, mais c'est plutôt en début de process. C'est un interne en fait, voilà. Des onboarders qui font ça. On a ça, et puis après il y a nous en tant qu'onboarder, c'est vraiment aussi sur la capacité à rapidement mettre en place le paramétrage. Donc c'est à dire que le client puisse très rapidement avoir un outil qui soit parfaitement paramétré et qu'il puisse utiliser de manière optimale. Et du coup pour ça on se met aussi des notes pour savoir à quel point le paramétrage est bien avancé. Ouais, c'est que je suppose aussi selon les tailles d'entreprise, les secteurs d'activité, normalement vous avez un cadre où globalement, sur tel modèle d'entreprise, telle complexité, ça doit prendre tant de temps ou tant de rendez-vous pour paramétrer, ou il n'y a pas trop de règles là-dessus? Alors après, ça c'est un peu aussi du cas par cas, et comme je disais, en fonction des cas, on va pouvoir passer plus ou moins de temps, mais là l'idée c'est aussi de pouvoir assez rapidement arriver sur un niveau de paramétrage où le client soit autonome dessus. Et ça se ressent aussi, c'est vraiment du ressenti aussi personnel, mais dès les premiers appels, on ressent aussi le côté prioritaire que le client il porte, et puis en fonction des périodes, si on est en plein été ou en fonction des saisons, ça peut aussi varier, donc c'est à nous d'être assez souple aussi pour avancer plus ou moins rapidement là-dessus. Ok, top. Et toi, Maud, peut-être sur l'account management, est-ce que vous avez des KPI particuliers, peut-être propres aussi à de l'expansion business, parce que c'est aussi une de vos responsabilités d'aller à partir du portefeuille client chercher, soit par du parrainage ou de l'upsell, un peu plus de business? Ouais, exactement. On va avoir le montant de MRR généré par l'upsell. Donc l'upsell, c'est un client existant qui va ajouter des fonctionnalités ou des utilisateurs, etc., qui va augmenter son offre.
Ok. chez Agicap. Et, Ouais, parce que le MRR, c'est le revenu mensuel Oui, récurrent, comme on est sous forme d'abonnement. désolée, ouais. Voilà, ok. Donc finalement, aller chercher du chiffre d'affaires et du new business quoi, à partir de ce portefeuille. Exactement. Ouais. En account management, on va aussi beaucoup regarder le renouvellement. Donc est-ce que tous nos comptes renouvellent, dans quelle mesure, et si certains ne renouvellent pas, ce qu'on appelle le churn, le désabonnement, comment on le gère, comment on fait, comment on l'analyse et comment on fait pour que justement ça puisse pas se reproduire, que ce soit limité. Ok, top. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Customer Success, il est vraiment central chez Agicap. Globalement, tous les départements sont assez transversaux, échangent ensemble. Et vraiment, le CS, il est au cœur de la croissance et il est nécessaire. Et la preuve, on voit qu'il y a autant de Customer Success aujourd'hui que de commerciaux. Comment, justement, vous interagissez un petit peu avec les autres départements et aussi, quels sont les outils que vous utilisez au quotidien là au Customer Success? Après, nous on va vraiment interagir avec énormément de départements. Comme tu disais, on est vraiment au cœur du cycle un peu de vie du client, puisqu'on intervient juste après la vente. Et puis après, notre rôle, c'est que le client soit vraiment autonome et dans le meilleur des cas, même ambassadeur de l'outil à la fin. Donc c'est sur tout le reste de sa durée de vie. Et pour ça, on a directement, dès le début, en tant qu'onboarder, en tout cas, beaucoup d'interactions avec l'équipe commerciale, bien sûr, pour faire la passation, en fait, avec ce qui a été dit jusqu'au moment de la vente. C'est le commercial qui a encore la relation et la proximité avec le client. Donc mon rôle, c'est aussi de m'assurer que je sois bien en phase avec tous les enjeux du client et surtout ce qui a été vendu aussi, et qu'on soit vraiment cohérent par rapport à tout ça, et que je puisse fournir une prestation cohérente par rapport à ce qui a été dit. En matière d'outillage, du coup, comment l'information elle circule? Alors après, nous, c'est en interne, on a aussi un CRM interne qui nous permet aussi de se faire passer des notes. On a homogénéisé ça de manière à ce qu'on ait toujours les informations au même endroit pour que ce soit très facile et rapide de compréhension, et que ce soit la même chose pour évidemment chaque type de client. Mais voilà, à chaque début de formation client, quand j'ai un tout nouveau client, je file sur ma note du coup qui a été faite. C'est une passation qui est faite par le commercial et sur laquelle j'ai toutes les informations disant justement déjà les premiers échanges que le commercial a pu avoir avec, s'il y a des enjeux particuliers. J'ai déjà quelques notions sur son activité aussi, pour que moi je puisse aussi déjà me mettre un petit peu dans le bain. Et puis finalement, je dois pas être un nouvel interlocuteur à part entière, mais j'ai un peu une transition pour le client. Le client passe pas d'une équipe à l'autre comme ça, mais il doit y avoir une sorte de fil conducteur qui passe d'une équipe à l'autre. Ok. On a beaucoup d'échanges avec l'équipe produit aussi. L'équipe produit qui va, elle, concevoir les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, établir une feuille de route. Comme on est au contact quotidien avec les clients, on connaît leur usage et parfois eux-mêmes nous font remonter des demandes d'amélioration. Donc là, on va communiquer avec un logiciel qui s'appelle le Product Board, qui nous aide à ne pas perdre de temps à dispatcher l'info là où elle devrait être. Dans notre compte rendu, directement, hop, on met dans le Product Board et après l'équipe produit va centraliser, remonter les fonctionnalités les plus demandées, les plus importantes, les plus prio, et construire sa feuille de route aussi en fonction de nous. Et une deuxième chose qui fait que l'équipe produit nous sollicite, parfois c'est hyper intéressant et agréable de travailler avec eux, c'est les designers qui vont nous présenter leur maquette de l'interface redesignée, et nous on donne notre avis, on dit voilà, cette fonctionnalité elle devrait plutôt marcher comme ça, celle-ci elle devrait être comme ça, mais moi je sais que nos clients ils utilisent celle-là comme ça, et du coup c'est hyper riche, hyper important de faire ces retours-là. Et du coup, Chloé est beaucoup en contact avec l'équipe dev. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La dernière équipe avec laquelle pense. on est beaucoup en contact, c'est l'équipe dev, puisque c'est évidemment eux qui vont venir un peu à notre secours, qui sont un peu nos super-héros quand on a un souci technique qu'on ne peut pas résoudre par nous-mêmes. Donc du coup, pour échanger avec eux, nous, ce qu'on utilise principalement, c'est Slack, notre outil de communication interne qu'on utilise un peu tous entre nous. On a des channels dédiés du coup aux échanges avec les devs. Ça permet aussi de centraliser, d'être sûr qu'on ne fait pas la même demande plusieurs fois, et d'avoir la demande à un endroit où tout le monde peut venir regarder, voir où elle en est, où elle est traitée et comment on la gère. Ouais, et puis c'est important de dire que finalement tout ce que vous faites au quotidien, on peut le faire en télétravail. Là, on a connu le confinement cette année, et finalement l'équipe CS a très bien fonctionné. L'espace de 24 heures, c'était opérationnel. Et donc ça, c'est important de voir que effectivement tout est mis à plat, l'information elle est transmise et mise, j'ai envie de dire, noir sur blanc, et notamment grâce à tous ces outils. Après, il y a beaucoup de chats, effectivement, d'emails, de téléphones, mais globalement, vous avez plutôt bien présenté. Même à distance, je dirais que
On a vraiment besoin d'être soudés, de travailler ensemble. On a, pendant le confinement, mis en place une room virtuelle où on se retrouvait tous les jours et vraiment c'était le bonheur de pouvoir se voir, se parler, communiquer parce que dans les moments de rush, on est hyper interdépendants et on a besoin d'être soudés et de pouvoir répartir la charge de travail de manière plus uniforme et ça demande beaucoup de communication. Donc même à distance, on est toujours connectés. Voilà. Okay. Pouvoir avoir une room où tu peux juste allumer ton micro pour poser la question à quelqu'un quand tu as un call avec en client et avoir la réponse tout de suite, c'est quand même hyper précieux. Et pour le coup, le télétravail, ça marche hyper bien. Enfin, nous, on a accueilli 2 personnes dans la team care 100% télétravail qu'on a formé en 100% télétravail et elles sont très bien formées, elles sont super contentes et ça se passe super bien. Ouais, même si fondamentalement après pour la cohésion de l'équipe, l'intégration et même l'échange avec d'autres départements, en étant dans les bureaux, on capte un peu plus d'informations. C'est préférable et c'est plus facile. Mais... Ok. Fondamentalement, donc le métier de CS, on le retrouve quand même dans plein de startups, plein de SaaS B2B. C'est important, je pense, notamment pour certains candidats de se projeter. Qu'est-ce qui fait fondamentalement la spécificité du Customer Success chez Agicap et vraiment le point de différence où on a vraiment une culture, en tout cas un CS spécifique. Maud, tu veux répondre là-dessus ? Oui, moi ça m'a vraiment frappée quand je suis arrivée chez Agicap. Déjà, moi je viens du CS B2C. Donc déjà, il y a une grosse différence dans la diversité et la richesse des interlocuteurs. On a vraiment des interlocuteurs très divers, des DAF, des RAF, des CEO, on a des directeurs financiers, on a des responsables financiers, des directeurs, des responsables opérationnels, etc. Donc je pense qu'en termes de diversité des interlocuteurs, des secteurs d'activité, Agicap c'est quand même quelque chose d'assez unique puisque ça touche tous les secteurs. Et la deuxième chose qui m'a aussi frappée, c'est que c'est un type de Customer Success qui est vraiment orienté presque conseil. On va aller très loin dans la recherche du besoin, même une fois que la vente est conclue. En fait, techniquement, pour traduire un besoin en paramétrage Agicap, on a besoin d'aller très loin dans l'analyse et la récolte d'informations. Donc, même finalement la compréhension du besoin, quels sont les enjeux du client. Et c'est vrai que quand on parle de tension sur la trésorerie, Agicap va répondre à plein d'enjeux différents parce qu'on s'adresse à des secteurs d'activité différents, tailles d'entreprises différentes et donc quand on parle de problématiques liées à la gestion de cash, c'est pas un problème commun à l'ensemble des clients. Donc c'est clair que les commerciaux, leur rôle c'est de comprendre cet enjeu-là, voire d'éduquer certains dirigeants pour finalement faire verbaliser qu'ils ont un enjeu, en tout cas l'identifier. Et effectivement les CS vont aller beaucoup plus loin dans justement la récolte des informations et même au care là-dessus, justement cette approche conseil, parce que c'est-à-dire quand même chaque jour vous allez avoir un certain nombre de conversations, une certaine volumétrie d'échanges, de réponses à des demandes. Comment finalement s'inscrit cette partie de conseil avec les dirigeants ? Pour le coup, je pense que ce qui est assez frappant au care chez Agicap par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'on n'est vraiment pas sur on n'est pas en train de faire du ticket à la chaîne et on ne fait pas du support de niveau 1. Ouais, c'est pas 200 tickets toute la journée. Non, c'est pas 200 tickets par jour et puis surtout, c'est vraiment en fait, on va traiter des problématiques complexes, c'est-à-dire que c'est pas mes 30 conversations par jour, je vais pas juste leur envoyer un article de la FAQ en disant tiens, voilà comment faire la chose. On va vraiment avoir tout un travail de bien comprendre, d'être hyper pédagogue pour expliquer parce que la réponse elle est parfois, mais en fait c'est parce que la personne ça correspond pas exactement à son besoin ou il faut l'utiliser différemment. Donc ça va vraiment se retrouver dans la façon dont on essaie juste de comprendre le besoin du client. On va pas juste dire ok tu veux faire ça, bah super, tiens voilà comment faire. On va dire ok tu veux faire ça, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire, pourquoi tu veux le faire, est-ce que c'est ça la meilleure l'échéance, etc. Est-ce que c'est ça la meilleure solution pour toi pour le faire. Comme tu disais, vous mettez aussi les mains dans le cambouis, dans les outils comptables, dans les fichiers, dans la data comptable des clients. Donc, ok, en tout cas ça demande une maîtrise là-dessus sur les chiffres et finalement une capacité à comprendre au moins les documents que les clients t'envoient et leurs enjeux. Après ça fait au final le mot clé c'est un peu l'empathie parce qu'on doit vraiment se mettre à leur place et comprendre justement leurs besoins. Maintenant il y a aussi quelque chose d'assez spécifique à Agicap, je pense, c'est que le client connaît toujours mieux son métier et son activité que nous. Donc il nous la verbalise, nous on en fait une interprétation. Notre rôle c'est justement de la comprendre du mieux possible, mais c'est le mot conseil, je trouve que c'est vraiment le bon mot justement pour qualifier ce qu'on fait, dans le sens où on est vraiment sur l'accompagnement
Et donc, on va l'accompagner et essayer de le guider vers la meilleure fonctionnalité sur l'outil pour l'aider, lui. Mais bien sûr, il y a toujours cette notion il connaîtra toujours mieux son métier que nous, donc on n'a pas la réponse, on prétend pas avoir la réponse parfaite pour eux. Par contre, on doit les guider vers la meilleure réponse. Ok. Ça, c'est une question justement que j'avais envie de vous poser, parce que un peu plus fun. Est-ce que vous avez une anecdote, chacun, à me donner sur une anecdote un peu marrante que vous avez connue là depuis que vous êtes au CH chez Agicap, ou bien un sujet, un événement dont vous êtes assez fier justement que vous avez pu porter chez Agicap? Fier, je sais pas, parce que c'était une anecdote assez fun, dans le sens où on a eu un lundi matin en arrivant au bureau la surprise de voir un client qui n'était pas du tout dans nos données le vendredi soir, et qui en fait en un seul week-end avait connu Agicap, s'était inscrit sur Agicap seul, avait pris un abonnement, et puis surtout s'était formé de A à Z, avait paramétré tout son compte. Ça, c'est le client idéal, quoi. Ce qui était assez exceptionnel. Alors quand je dis pas très fier, c'est parce que finalement notre rôle c'est quand même de l'aider, donc je veux pas dire par là qu'on sert à rien, loin de là, mais c'était assez marrant. Puis la preuve c'est que ça arrivait qu'une seule fois parmi plusieurs milliers de clients, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était assez marrant, et puis on s'est tous bien marrant en voyant ça. On la félicite en tout cas. Toi, Chloé, t'as une anecdote à partager? Une anecdote, c'est plus des exemples je sais pas si c'est spécialement marrant, c'est pas un truc dont je pense qu'on est quand même fiers chez Agicap. Parfois on a des clients, quand il faut les aider à reconnecter leur banque par exemple, qui nous demandent s'ils peuvent nous envoyer leurs identifiants clients pour lesquels ils se connectent sur leur compte en banque pour qu'on reconnecte à leur place. C'est leur identifiant personnel. Voilà, exactement. Et donc en fait, clairement on leur conseille de pas le faire du tout parce que c'est pas sécuritaire, donc on n'a pas très envie d'avoir leurs identifiants. Mais en tout cas, c'est assez représentatif du niveau de confiance et de relationnel qu'on arrive à établir avec les gens, même quand on est justement sur le chat. Tu vois, des gens qu'on a eu juste par chat et par téléphone, même si on s'est jamais vu en physique. En fait, ils ont quand même confiance en Maud, en Amélie, en Romane ou en moi, et ils vont quand même dire oui, bien sûr, je peux vous envoyer mes identifiants pour que vous le fassiez à ma place. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est assez parlant pour le coup sur le niveau de confiance. Ouais. Toi, j'ai une pépite à nous raconter. Moi, c'est plus sur des phrases un petit peu choc qu'on peut entendre de la part de nos clients et qui montrent qu'Agicap, c'est vraiment un niveau de CS qui est très particulier. Mais ça m'est pas arrivé qu'une fois, mais quand on onboard, quand on forme un nouveau client, souvent on aime bien lui redemander son besoin, ses objectifs sur Agicap, pourquoi il est venu, etc. Et souvent on entend mieux dormir la nuit. J'ai pris Agicap parce que je veux mieux dormir la nuit. Et ça, c'est très fort dans la définition du rôle d'Agicap dans la vie de l'entreprise pour le dirigeant ou pour l'équipe financière. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez hors du commun. Et puis après, on va trouver aussi d'autres phrases qui reviennent parfois. Il y a 10 jours, un de nos clients a dit à Clémentine, Agicap, c'est une Formule 1. Des choses comme ça, et pendant le Covid, c'était une période incertaine qui était dure pour nos clients, et on le sait, on a essayé d'être là au maximum pour les épauler, les conseiller. On a une cliente qui nous a dit, Agicap, vous êtes un petit peu comme mon soignant, et c'est hyper fort, et ça rend fier. C'est clair, c'est clair. Il y a un sujet effectivement que tous les candidats se posent la question, c'est quelles sont les évolutions possibles du métier. Du coup, quand on arrive chez Agicap, en tout cas aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je pense que ce qui est intéressant chez Agicap aussi, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas forcément d'évolution toute tracée, dans le sens où c'est pas comme quand tu arrives dans un cabinet de conseil, tu sais qu'en première année tu vas faire ça, si tu as réussi ta deuxième année tu vas faire ça, et ainsi de suite. En fait, chez Agicap, aujourd'hui, l'équipe, elle est encore petite, elle se structure complètement. Quand je suis arrivée, moi, il y a un peu moins d'un an, on faisait tout. Là, aujourd'hui, on a 3 équipes structurées. Enfin, c'est vrai que même à l'échelle d'Agicap, il y a un an, on était 10-12, quelque chose comme ça. Là, on va être 70, et du coup, on double chaque année. Donc, c'est clair que, évidemment, les postes évoluent naturellement, avec l'acquisition de talents, avec cette spécialisation aussi, qui n'existait pas il y a un an. C'est ça. Et plus on spécialise, et plus il y a des missions à prendre. En fait, quelqu'un qui arrive aujourd'hui, il y a plein
missions qu'on essaye de faire et qu'on fait, mais sur lesquelles on ne peut pas aller au bout. Typiquement, le low touch, dont parlait Maud tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le temps de faire. Et là, on a quelqu'un qui est arrivé il y a très peu de temps, Cyprien, et qui se dit bah, ok, moi ça me chauffe de fou ce sujet, je vais le prendre, je vais le faire. Et aujourd'hui, il est responsable de ça, alors qu'il est là depuis même pas 2 mois. Donc en fait, chez Agicap, ce qui est chouette, c'est que ton parcours, tu peux aussi le créer et le forger toi-même en fonction de tes appétences, de tes compétences. Il y a de la place à prendre, donc c'est clair qu'en termes même de mission opérationnelle, il y a moyen de se positionner sur des sujets. Et après, je suppose aussi en tant que référent, manager en interne. Top. Est-ce que, justement, quand on arrive chez Agicap, comment ça se passe l'onboarding le premier jour? Parce qu'on est quand même face à un produit qui est un peu complexe. Je suppose que les candidats, je le sais bien, ne sont pas totalement experts du produit à la fin du processus de recrutement. Comment ça se passe l'onboarding? Ça dure combien de temps et comment c'est structuré aujourd'hui? Ça a déjà pas mal évolué. Je pense que nous 3, on n'a pas vécu la même chose que ce que les nouveaux arrivants vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très digitalisé. Il y a des e-learning, il y a des exercices, ils sont un peu plus autonomes, donc ils peuvent aussi beaucoup bosser par eux-mêmes. Et puis entre nouveaux arrivants. Et puis après, effectivement, il y a toujours des échanges pour compléter. Mais après, eu la formation produit quand t'es arrivé? Ouais, c'est ça. Donc moi, c'était que physique. Alors que maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'e-learning et c'est très digitalisé. Donc il y a cet aspect-là. En termes de durée, pour répondre à ta question, Valentin, c'est vrai que c'est plutôt une bonne semaine, voire 2 grands max pour être vraiment sur l'outil. Opérationnel et prêt à prendre des appels. Maintenant, il y a aussi un point par rapport à ça, c'est que l'outil peut paraître complexe, il y a pas mal de fonctionnalités, et puis en plus, on a des sorties grâce à nos développeurs tous les 15 jours de fonctionnalités, donc il faut toujours se mettre à jour. Nous-mêmes, on doit toujours se mettre à jour par rapport à ça. Maintenant, la trésorerie, ça paraît être un mot un peu barbare, on peut penser à la finance. J'ai pas fait de spécialité de finance dans mes études et on n'a pas besoin d'être un crack en finance ou en trésorerie pour être rapidement à l'aise dessus. Et c'est vrai que ça m'avait aussi un peu surpris en bien de me rendre compte que finalement avec du bon sens, de la bonne volonté et de l'énergie, on arrive quand même assez rapidement à se sentir à l'aise et à prendre facilement des rendez-vous clients. Okay. Le but, c'est que ce soit simple pour nos clients. Et si ça l'est pas pour nous, ça va être compliqué de rendre ce sujet simple et attrayant. Complètement. En termes de formation, Valentin, pour répondre en plus à ta question de tout à l'heure, ça dure effectivement, on va dire, 10-15 jours avant d'être autonome sur la majorité des sujets. Et du coup, ce qui aide beaucoup, je pense, les nouveaux dans ce processus-là, c'est qu'on a vraiment un processus assez bien rodé maintenant, avec notamment tous les matins, pendant 1 semaine, 10 jours, une formation produit avec l'équipe produit, pendant laquelle tu fais justement ces e-learning et ces exercices dont parlait Com, et qui te permettent au bout de 10 jours de maîtriser en fait toutes les fonctionnalités. Et pendant du coup l'après-midi, tu fais plus ta formation vraiment de métier où tu vois les process. De manière globale, c'est sur le terrain qu'on apprend le job et finalement tu en apprends encore tous les jours avec le temps. Et c'est sûr qu'on n'est pas un expert du produit, surtout du métier en l'espace de 15 jours. Mais en tout cas, on peut être autonome après 15 jours. Puis il y a une transition aussi qui se fait. Il y a l'aspect théorique de base avec notamment tous ces exercices et puis ce qu'on a sur la première semaine. Mais après, il y a aussi l'aspect où on a ce qu'on appelle des shadows. Donc c'est un peu de l'observation. Ou aussi on a des nouveaux arrivants qui viennent avec nous pour assister à nos propres rendez-vous, pour aussi se rendre compte de commencer sur le terrain. Donc ça fait aussi la bonne transition entre la théorie et le terrain pour eux. Quoi. Ok. Du coup, si vous deviez donner, pas tant un conseil, mais surtout, si on devait résumer, mais quels sont les éléments clés pour faire ce job aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait globalement un super CSM en termes de qualité? Qu'est-ce qu'on va rechercher chez un CSM chez Agicap? Maud, t'as une idée là-dessus? Ce qui revient souvent sur les articles, les interviews, etc., c'est l'empathie, ce fameux mot qui peut être parfois dit un petit peu de manière marketing, mais en fait, plus que l'empathie, pour moi, le plus important pour un customer success, c'est de retirer de la satisfaction à aider l'autre, sans attendre quelque chose en retour. Vraiment, si le fait d'aider quelqu'un, c'est quelque chose qui t'épanouit, tu peux forcément être qu'un bon Customer Success Manager. C'est avoir cet esprit problem solving et finalement de se dire on se lève le matin, on va résoudre des problèmes. Voilà. Et on est là pour accompagner les gens et vraiment on aide les gens au quotidien. Donc il faut aimer finalement ce contact dans la satisfaction client. Et c'est au-delà de ça, ça c'est commun à tous les métiers de CS. C'est clair que l'empathie, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Donc ok. Vous avez peut-être d'autres choses à rajouter là-dessus sur
Ouais. les qualités essentielles pour un bon CS. Non, mais après, c'est aussi, tu t'en parlais un peu tout à l'heure, Maud, mais c'est aussi, quand tu disais, on résout des problèmes, au quotidien, on reçoit des mails vraiment chaque jour dans l'équipe CS qui nous remercient, vraiment, qui nous remercient pour ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment cet aspect, concrètement, on aide des gens au quotidien. Et puis après, c'est, pour moi, un super CSM, c'est aussi cette faculté à créer une relation de proximité qui vient, entre guillemets, nulle part, parce que tous ces clients, on les connaît pas du tout de base, ils ne connaissent pas du tout, et avec une simple photo, des appels ou parfois des appels visio qui peuvent créer un peu de proximité, on réussit à créer une relation qui permet quand même de, voilà, ils nous font confiance, comme tu le donnais ton anecdote tout à l'heure, où ils nous remercient, et puis cette faculté à quand même créer une certaine proximité. Mais du coup, une certaine maturité quand même, parce qu'on s'adresse à des dirigeants, des PME qui n'ont pas beaucoup de temps, clairement. Et qui sont quand même des décideurs pas toujours sympas en plus. Et donc il faut avoir ce niveau de face-off, pas être que dans l'exécution, mais savoir aussi prendre le lead sur une conversation, structurer la conversation pour accompagner le client de manière efficace aussi en termes de temps, parce que le but c'est pas de passer 1 heure en rendez-vous avec un client, mais de pouvoir résoudre aussi de manière efficace. Ok. Chloé, toi tu pensais à autre chose? Du coup, c'est complètement dans la continuité de ce que tu dis, mais il y a bien sûr le côté relationnel, le côté avoir envie de résoudre des problèmes, ça c'est hyper important, et le côté un peu organisation, tout simplement, être organisé, parce que être empathique c'est génial, mais si tu passes 3 heures au téléphone avec ton client sur lequel tu es hyper empathique, mais qu'en fait tu avais 15 autres clients à appeler aujourd'hui et que tu n'as pas pu le faire, ça marche pas. Donc en fait, être capable de s'organiser, que ce soit alors sur le CAR, c'est parce qu'au essentiel. CAR, vous pouvez être multitâche, vous pouvez si tu as avoir 5 plusieurs choses à faire en même conversations, temps. 10 conversations en même temps, il faut que tu puisses les gérer. Mais à côté aussi, quand tu es en call, que ce soit avec un grand compte ou un compte un peu plus petit, il faut être capable de timer ton call, de suivre bien toutes les étapes, et de suivre le fil, de pas te dire je vais vous montrer ça, et à la fin du call d'oublier que tu leur as dit et de pas leur montrer. Il faut être capable de garder un peu le fil dans ce que tu fais. On le disait tout à l'heure, mais AgiCap c'est vraiment un customer success hyper c'est spécifique, et on disait que ça se rapprochait du conseil, donc du coup il faut avoir des compétences aussi analytiques, en tout cas sans avoir fait un master en mathématiques, maîtriser la logique des chiffres, la logique de la gestion de trésorerie qui est des plus et des moins et comment ça agit sur... si c'est vrai, on va parler de TVA, on va faire des matrices de passage, réaliser des biseaux. Ça, c'est des sujets un peu techniques où il faut être à l'aise quand même avec de la data financière. Et moi, c'est vrai que souvent, aux candidats, je leur dis si tu allais à reculons dans tes cours de comptabilité en école, c'est mort, c'est pas fait pour toi. C'est clair que ça reste important. Il faut pas souffler en venant. Et après, je pense qu'il y a un autre truc qui est important, mais qui est peut-être plus propre à AgiCap en général, pas forcément que au CS, c'est aussi la volonté et la capacité à faire face un peu à l'instabilité et au changement. Parce qu'on est dans une entreprise où ça change beaucoup en termes de métier, en termes même juste en fait tout bêtement, mais en termes d'outils. L'outil tous les 15 jours, comme il le disait, il évolue, il y a des choses qui changent. Donc en fait, il faut être capable d'appréhender toutes ces nouveautés et de savoir rebondir aussi quand tu es avec un client, dire cette fonctionnalité que je lui montrais, elle a changé, ok, je vais vous trouver une solution là tout de suite. Il faut être capable aussi de s'adapter rapidement, de trouver des solutions. Il faut aimer ça en fait, ce contexte où effectivement notre job évolue toutes les semaines. Ça va extrêmement vite chez AgiCap, on grandit très très vite. Là, on vient d'attaquer l'international avec le chantier de l'Allemagne. Donc globalement, toi, comme d'ailleurs, tu as commencé à travailler aussi sur le onboarding directement avec des clients allemands. Donc c'est clair que c'est pas les mots techniques, il faut s'adapter. Et c'est ça en même temps qui est intéressant pour ceux qui cherchent un vrai challenge au quotidien. C'est ça. Si t'aimes ça, tu vas t'épanouir beaucoup. Et si t'aimes pas ça, ça va être fatigant. Donc c'est pas la peine de te lancer. C'est clair. Bon, là on a parlé boulot. En dehors, est-ce qu'il y a, je sais pas, des petits rituels au sein de l'équipe ou même de manière globale chez AgiCap, c'est quoi la vie en dehors du taf, on va dire, chez AgiCap? Là, ce soir, on va boire un verre, par exemple. En fait, on est à Vèze, nous, pour le moment. Donc, jusqu'à ce que peut-être on redéménage encore, mais pour le moment, on est à Vèze et on aime bien aller dans les bars qui sont à côté du travail le soir pour vraiment échanger. En fait, c'est hyper riche de voir, de côtoyer les AgiCapiens des autres services. Donc, beaucoup de micro-soirées comme ça ou de micro-déj qui sont organisés un petit peu sur les quais, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément que par département pour le coup, ça se mixe de tous les départements et notamment on annonce qui va aller boire un verre, etc. Okay. On essaie vraiment de mixer.
Ça, c'est ce qui est. Ouais, Ouais, je t'en prie. genre un événement phare, Maud, que je pensais que tu allais présenter, car c'est Maud qui l'a introduit, qui est la soirée totem. Donc la soirée totem, c'est une soirée qu'on organise une fois par mois, sauf quand quelqu'un retient le totem pendant plus de temps, mais normalement c'est une fois par mois. On fait du coup une soirée avec tous les Agicapiens qui ont envie de venir, où quelqu'un est responsable de l'organisation de la soirée et du coup nous organise une petite activité surprise, donc jusqu'au soir même, parfois on ne sait pas ce qu'on va faire. Typiquement là, la dernière fois on a fait du coup des petits ateliers de théâtre d'impro par équipe. Yes. On a fait plein de trucs, on a fait de la pétanque, on a fait de la réalité virtuelle. Enfin, voilà, on fait plein de petits événements. Exactement, dégustation de vin. Enfin, on fait plein de petits événements, donc on fait ça une fois par mois. Et une fois que le totem est organisé, la personne donne le totem à quelqu'un d'autre qui se charge d'organiser la prochaine activité surprise. Comme tu peux peut-être parler des donuts. Ouais, bah après c'est très spécifique à la période de confinement quand même, où on l'a mis en place à la base pour aussi garder de la relation et de la proximité entre nous. Donc on se prenait dans nos agendas respectifs un petit créneau d'une petite demi-heure pour pouvoir aussi échanger exactement de la même manière que si on allait prendre un café comme ça dans la vraie vie. On le prenait de manière virtuelle, mais ça permettait de garder le lien. Et on a les soirées cocktails organisées à chaque nouveau batch d'arrivants. Et comme on est en hyper croissance, en ce moment on a des soirées tous les 10 jours. Donc, Ouais, l'idée c'est d'accueillir les nouveaux et notamment de partager un verre avec eux. Ok, super. Dernière question. Si vous aviez un conseil, et peut-être important pour tous les candidats CS en matière de préparation ou quelque chose finalement, un petit tips à savoir pour bien réussir un processus de recrutement en Customer Success, est-ce que vous en auriez un? Comme tu penses se projeter au maximum sur le métier, comme on l'a dit pas mal de fois, c'est vrai que c'est assez spécifique à Agicap, donc c'est savoir déjà est-ce que le logiciel de trésorerie, les chiffres, le fait d'aider des secteurs d'activité de tout type nous intéresse, donc déjà le métier en lui-même, et puis après se projeter sur est-ce que moi j'ai envie d'être dans une toute petite structure qui grandit très très vite et sur laquelle il y a un peu tout à faire, tout à construire, il y a des places partout à prendre, et aussi, chacun se fait son petit chemin, comme tu disais, c'est un peu cette gagnant en projection, quoi. Toi, Chloé? Je pense que ce qui est important aussi quand on passe un entretien chez Agicap, c'est de préparer. Dire qu'en fait, on fait des entretiens, notamment des entretiens techniques, des entretiens produits, où on vient vraiment pour tester quelque chose. Et du coup, là-dessus, venir pas préparer, c'est tout de suite hyper discriminant par rapport aux autres qui ont préparé. Et je pense surtout, en fait, le fait de venir préparer, à la fois sur le produit Agicap, bien sûr, on n'attend pas que la personne les connaisse tout par cœur, mais en tout cas, bien creuser le produit et creuser surtout l'utilisation qu'en auraient les clients, se projeter à la place d'un client, se projeter dans l'accompagnement. C'est ce qui va permettre aussi, derrière en entretien et dans le métier, d'être à l'aise et de pouvoir vraiment en fait se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire comment je fais pour créer un échange, comment je fais pour apporter de la valeur, et pas juste comment je cherche l'onglet catégorie, parce que c'est pas ça que... c'est intéressant pour personne de regarder juste, je me doute que quelqu'un s'est trouvé un onglet catégorie dans une barre. Ouais, c'est clair. Toi, tu penses à autre chose? Non, moi je dirais juste que si tu aimes prendre soin des gens, si tu aimes résoudre des problématiques complexes, jouer un petit peu avec les chiffres, essayer de trouver des astuces pour simplifier la vie des autres, et si tu aimes être dans un environnement qui bouge, qui est très exigeant et qui va vite, où on a un rythme qui est quand même assez soutenu, et que enfin si t'es très sympa et que t'as envie de rencontrer des gens très sympas aussi, du coup je pense que Agicap c'est fait pour toi. Bon, mais merci à tous les trois. Merci. Merci. Good. Bye bye. Bye bye. Bye bye.